Patrick, on attend. Pas d'autres boulettes, hein, on est d'accord. On va essayer. Donc, on n'attendait quand même pas Pogačar aussi facile dans ce contre-la-montre après ce qu'il avait montré au Dauphiné. Oui, c'est vrai que Pogačar au Dauphiné, il était peut-être, alors attention, le Dauphiné, il l'a gagné, mais c'est vrai que lors du contre-la-montre qui avait été disputé dans cette dernière épreuve de préparation, il n'était pas forcément à son avantage. Il avait été devancé par Remco Evenepoel, ce qui est un petit peu normal puisque c'est le meilleur. C'est la référence. C'est la référence, exactement. Champion olympique, champion du monde. Mais il avait aussi été devancé par Vingegaard. Ce n'était pas la première fois. Vingegaard, Pogačar dans le chrono, c'est quand même souvent à toi, à moi. Mais là, quand même, il y avait 20 bonnes secondes, 20-25 secondes. Donc c'était quand même beaucoup, 28 secondes exactement, entre Vingegaard par rapport à Pogačar qui était donc derrière. Donc on était un peu prudent avant effectivement ce chrono. Et c'est vrai que dès le début, on a vu Pogačar et Remco Evenepoel partir à fond. Et à la fin, on pensait que Remco Evenepoel allait vraiment dominer son sujet. Et finalement, Pogačar a parfaitement résisté quand même et a limité les dégâts. Mais en fait, la réalité, c'est que si je suis votre raisonnement, ou en tout cas tel que vous l'avez présenté, si effectivement on considère que Remco Evenepoel est la référence, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a en miroir, on a à la fois un Pogačar qui a été mieux que prévu par rapport à ce que j'ai dit, et un Vingegaard qui a été beaucoup moins bon que prévu et qui, lui, a complètement foiré sa journée. Il y a une image qui vous tenait à cœur, on va la voir tout de suite avec vous. C'est le Belge qui a beau être déjà le meilleur, c'est un type qui ne cesse de chercher la perfection et vous allez nous expliquer pourquoi. Oui, c'est vrai qu'on a affaire à un coureur, je sais pas, j'aime bien faire la comparaison dans un sport que vous connaissez bien, Karine, avec la Formule 1, parce que Alain Prost, c'est exactement ça. Le professeur. Le professeur. Au sommet de sa gloire, il cherchait tout le temps à améliorer sa bagnole. Lui, regardez, c'est son casque. Alors, le vélo, il l'a déjà bien travaillé, il n'est pas tout seul. Le casque, c'est son idée. Cette visière, c'est pas l'idée d'un ingénieur, c'est son idée. Cette visière, vous voyez, elle est ajourée, elle est ouverte, alors qu'on sait qu'en termes d'aérodynamisme, on cherche plutôt à envelopper tout ce qu'on peut envelopper, tout ce que les règlements permettent d'envelopper, on le fait. Là, il a gardé cette visière. Pourquoi ? Regardez, tout simplement pour sa position. Sa position, c'est un œuf. Un peu comme un skieur, et quand on le voit de profil en action, eh bien on se rend compte que c'est particulièrement payant. Parce que lui, il glisse même ses poignets devant son visage. Et cette visière lui permet non pas de voir, parce qu'on peut voir même avec une visière, mais tout simplement d'ajuster au plus proche ses poignets de son visage. Alors on a l'impression qu'il ne voit plus rien. Là. Oui, c'est vrai que la photo quand même est assez bluffante parce qu'on a l'impression qu'il est complètement la tête enferrée dans son vélo. Alors c'est une photo, hein, c'est pas une vidéo, donc quand il y a un virage, il lève la tête quand même et il regarde où il va. Non mais sérieusement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut rester vraiment dans la position immobile le plus longtemps possible. Et ça aussi, c'est le faire à merveille. Encore faut-il que le parcours s'y prête. Et aujourd'hui, on avait un parcours tout en puissance. Avec de longues lignes droites. Alors, il était un petit peu technique au début et à la fin, mais hormis ça, c'était la position idéale. Il fallait être le plus aérodynamique possible. Regardez, il a un torse qui est assez long. Il a des bras qui sont plutôt courts. Je parle par rapport à des grands gabarits. On a longtemps cru dans le vélo qu'il fallait être grand, fort. Et c'est vrai que les références qu'on avait, sans remonter à Eddy Merckx, bien sûr, mais même Cancellara, etc., c'était des types plutôt massifs. Plutôt grand, plutôt puissant. Lui, c'est un peu tout le contraire. Il est plutôt petit, je vous dis, il a une forme morphologique qui n'est pas forcément celle que l'on espérerait avoir si on veut être un grand champion cycliste. Dans le chrono, en tout cas, ça marche à la perfection. Messieurs, dames, on en est à la 5e étape. Alors la course est longue, on rappelle, elle dure 3 semaines, mais est-ce que, on peut dire que le tour est déjà joué? Est-ce que pour vous, il y a encore débat? Est-ce que vous y croyez à un retournement de situation où notre cher Pogačar est parti pour un 4e Tour de France? Évidemment, aussi vite, alors qu'il reste encore quasiment 3 semaines de course, c'est impossible de dire qu'il a déjà gagné. Mais enfin, comme l'a dit Patrick, il est tellement fort déjà avant. Et quand en plus, il va dominer Vingegaard sur un exercice sa spécialité, où il est plutôt, a priori, un petit peu moins bon, en tout cas, et que même par rapport à Evenepoel, il réussit à limiter la casse, alors que c'est un terrain, vraiment, franchement, qui lui est pas favorable. Il n'est pas mauvais, Pogačar, dans le contre-la-montre, mais il aime bien quand il y a des petites bosses, des choses comme ça qui lui permettent de s'exprimer beaucoup mieux. Quand on sait l'ascendant qu'il a pris sur les autres
franchement, on ne va pas dire qu'il a gagné ce soir. Enfin, il est quand même très, très, très bien parti. Et on voit, il a tout. Après 5 étapes, maillot jaune, maillot à poids, maillot vert, la totale. Oui, non, pas la totale. Il n'a pas le Enfin, maillot blanc, oui. mais tout simplement parce qu'il a eu 25 ans, donc 26 il est trop ans. vieux, pardon. entre Donc il guillemets. est trop vieux. Donc et Kevin Vauquelin est bien content d'ailleurs, puisque c'est lui qui hérite de ce maillot blanc. Non, c'est vrai Non, que c'est Evenepoel. le maillot blanc, c'est Evenepoel. Oui. Ah, c'est l'oreillette qui me le dit. Hein. C'est Evenepoel, pardon, oui. Patrick, effectivement. Non, carton jaune. oui, Mais non, C'est Patrick. pas obligé que ce soit ton sport, le cyclisme. j'ai pas vu ce changement. Je pensais bien c'est- que je l'ai pas te rater quand même. Non, mais c'est vrai qu'Evenepoel est là. Alors, Evenepoel, il fait la bonne opération puisqu'il remonte effectivement en deuxième place au classement général. On l'a vu, ce classement. Attention, hein, Evenepoel, on parlera de Kevin Vauquelin par la suite. Oui, le C'est Français. pas parce qu'il a gagné le chrono, c'est pas parce qu'il a été impressionnant une fois de plus. Là, il était dans son jeu de prédilection. Et c'est vrai que sur tout ce qu'il a montré l'année dernière, déjà sur le Tour de France, il est quand même monté sur le podium, mais c'était pas non plus une démonstration dans la montagne. Il perdait régulièrement du temps. Il risque d'en perdre à nouveau à l'occasion de la chute. Tout va bien, Patrick. Non, on va pas lui souhaiter une chute. Non. Mais à vous l'occasion- avez fait chuter le buzzer. C'est pour ça qu'il y a eu un petit bruit à l'antenne, mais tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Continuez. À l'occasion, ah bah c'est super. Il y a le buzzer. J'ai eu droit au carton. Je vais avoir droit au buzzer. Ben, c'est pour rajouter du temps, normalement, le buzzer. À l'occasion, effectivement, de la montagne, on se dit, vu ce qu'on a vu sur le Critérium du Dauphiné, sur ce qu'il a montré, qu'il risque de perdre encore beaucoup de temps, effectivement, à nouveau du temps, en tout cas, Remco Evenepoel. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est quand même la contre-perf, ou ce qui m'inquiète plus pour lui, c'est la contre-perf de Vingegaard. Ça, on va en parler dans quelques instants. Juste, on reste 2 minutes sur le Slovène qui est absolument incroyable depuis le début du Tour. Et il a réagi après cette 5e étape, Anne-Sophie. Et il a été bluffé par lui-même, Tadej Pogačar. Il dit « Le Tour s'anime, je suis très heureux d'être en jeune, mais je m'attendais à une bataille avec moi-même et j'ai dépassé mes attentes. J'étais assez proche de Remco, je suis heureux d'être juste derrière le meilleur chronomane du monde. J'ai peut-être mieux cru en moi-même que Jonas Vingegaard. » Patrick, un mot sur cette déclaration? Oui, bah. Il a joué modeste? Faux modeste? Bon, de toute façon, il a joué quand même souvent modeste, même si il ne l'a pas tellement été sur le Critérium du Dauphiné. Moi, je crois quand même que là, il est prudent parce qu'il sait que, d'abord, on n'est pas à la fin de la plaine. Donc, on a encore des étapes de plaine. Et je vous rappelle que Vingegaard et l'équipe Visma Leasebike avaient absolument pour objectif de mettre le feu dans cette première semaine de course. Ils se sont mis le feu à eux-mêmes. Voilà, exactement. C'est quand même bien raté tout ça, quoi. Parce que Vingegaard devait faire une bonne opération, normalement, après le Dauphiné, au contre-la-montre. Il devait mettre le feu. Résultat, il a eu 1 minute 13 secondes au classement général. Alors, qu'est-ce qui lui est Ça arrivé, n'est jamais justement arrivé. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Vingegaard aujourd'hui? C'était le jour sans, on ne sait pas. Alors, est-ce que c'est plus grave qu'une simple mauvaise journée? Il est trop tôt pour le dire. Jusqu'à présent, certes, son équipe n'avait pas été hyper offensive, il n'avait pas réussi à faire de différence sur ses adversaires, mais on va dire qu'il était quand même là dans les coups. Hormis le petit éclat qu'on a vu hier dans la rampe Saint-Hilaire, dans les faubourgs de Rouen, qui a duré 5 secondes. Hein. Vous voyez qu'on peut faire un quart d'heure sur 5 secondes. Non, sérieusement, Vingegaard, il n'était pas pris en défaut. Là, il va être très attendu. Il a la pression. Pogačar, il a joué modeste, particulièrement quand il est sûr de lui, quand il est en confiance. Donc là, il peut jouer effectivement les modestes et attendre tout simplement le Massif central, la première étape. On sait que les étapes avec des difficultés qui ne sont pas forcément de la haute montagne, il les apprécie encore plus. Lui, il est capable de faire des différences que les grands champions, en général, ne faisaient pas. Ils attendaient les Pyrénées, les Alpes pour assommer le Tour. Lui profitera probablement du Massif central et peut-être même de Mur de Bretagne, hein, pourquoi pas dans 2 jours, pour encore augmenter petit à petit son avance chaque jour faisant. Patrick, on voit hein, cette déclaration donc, de Jonas Vingegaard qui a été donc, en grande difficulté aujourd'hui. Je n'avais pas les jambes, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Je ne pense pas que je roulais très bien et j'ai perdu beaucoup de temps. Effectivement, c'est une journée cauchemardesque pour lui. Oui, j'insiste là-dessus. Moi, j'ai regardé quand même les tours précédents. Il y en a, on le sait, Vingegaard a gagné 2 Tours de France dans sa carrière. Donc, en battant Pogačar, il a été capable de prendre l'ascendant sur son rival slovène. Là, ce qui se passe, se retrouver, alors qu'on n'a pas abordé les grands rendez-vous, hormis ce chrono, les grands rendez-vous du Tour de France, et de se retrouver au-delà de la minute, ça ne lui est jamais arrivé. Donc,
c'est quand même inquiétant. On pouvait se demander au départ du Tour si Pogačar allait avoir des difficultés à remporter ce Tour de France. Beaucoup en doutaient, on pensait que c'était le grandissime favori, qu'il n'y aurait pas de spectacle. J'avoue que là, au bout de quelques étapes, on est conforté dans cette option. La question du coup, est-ce que Vauquelin a une chance de résister à Vingegaard? Vauquelin... Parce que là, on s'enflamme, du coup, on fait d'habitude, on voit un Français dans les 3 premiers, il fait un super chrono, on peut le dire comme ça, un super chrono. Il y a une chance qu'on puisse rêver ou non, Patrick, juste on rappelle pour nos téléspectatrices et nos téléspectateurs, donc Kevin Vauquelin, c'est notre Français, 5e ce mercredi, il est désormais 3e au général. Déjà, rien que ça, c'est une bonne nouvelle. On sait qu'a priori, il n'y a pas de Français qui gagnera le Tour de France, mais ça, c'est vraiment une super nouvelle pour tous les amoureux du cyclisme français. On brille. On rappelle qu'on était resté d'ailleurs sur la chaîne d'équipe sur un chrono de Kevin Vauquelin qui pour lui était quand même une certaine déception. C'était sur le Tour de Suisse. Il était tout simplement leader de ce Tour de Suisse. Je rappelle qu'un Français vainqueur d'une épreuve par étape d'une semaine, on attend ça depuis 18 ans. Le Tour, ça fait 40 ans, mais même une course par étape de haut niveau, ça fait 18 ans. Donc vous voyez un peu l'attente. Et il a perdu ce maillot de leader le dernier jour. Donc à l'occasion d'un contre-la-montre. Mais c'était un contre-la-montre en montagne. Là, sur ce chrono, c'est vrai que malgré tout, il nous a épatés. Non pas parce qu'il fait une place, mais parce qu'il y a les meilleurs mondiaux. Parce qu'il est effectivement dans la forme de sa vie. Parce que depuis le départ de ce Tour de France, il est quasiment présent à chaque fois. Alors, il avait un rêve. Il est normand, on est en Normandie. Chez lui, il est chez lui. Public. Lui, ce qu'il voulait, c'était prendre le maillot à Rouen, le maillot jaune, puisqu'il était bien placé, et pourquoi pas le conserver, et surtout le conserver à l'occasion de ce contre-la-montre. Il n'a pas le maillot jaune. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour Kevin Vauquelin? Kevin Vauquelin, on rappelle, il a pris le départ de ce Tour, non pas pour faire un classement général, monter sur le podium, comme Ludo, tu te prends à le rêver, mais il voulait tout simplement gagner une étape ou deux, comme il l'a fait d'ailleurs l'année dernière pour son premier Tour de France, et endosser ce maillot jaune. En gros, il est à la recherche d'une gloire éphémère sur ce Tour de France. C'était un peu ça au départ. Et là, est-ce que les choses vont changer? Le plan a changé. Eh bien oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu considères qu'il a le potentiel pour résister, alors peut-être pas sur la durée, mais nous emmener d'être une espèce, parce que chaque année, on se trouve une coqueluche. Oui. Il y a eu Vauclair, il y a eu Alaphilippe, il y en a eu plein, on peut les énumérer, sur un côté éphémère comme ça, où on s'est emballé pour un coureur. Est-ce que lui, il a la personnalité, est-ce que c'est quelqu'un qui peut nous transporter là, dans les jours qui viennent et qui peut nous amener avec lui? Les deux exemples que tu as cités, Alaphilippe et Vauclair, qui ont fait top 5, 4 même du Tour de France, avaient passé à leur époque tout le Tour de France à dire non, ne m'attendez pas sur le podium, à tel point d'ailleurs que Vauclair, dans une interview à l'équipe assez récente, avait dit j'aurais dû y croire. Peut-être que je serais au moins monté sur le podium. En ce qui concerne Kevin Vauquelin, il faut savoir c'est un garçon qui est un peu impulsif, qui a du mal à réfréner son enthousiasme sur la route et qui va probablement quand même, surtout en Normandie, aller chercher à réaliser un exploit tout de suite. Il ne va pas attendre, il ne va pas gérer. Ça serait contre sa nature. Et en plus, il s'est préparé pour ça. C'est-à-dire que dans sa préparation, le but du jeu, c'est effectivement d'aller chercher un coup d'éclat. Mais on peut peut-être concilier les deux. C'est-à-dire chercher un coup d'éclat et chercher un bon classement en fin de Tour de France. Ça serait quoi, top 10? La grande incertitude, c'est quand même de savoir ce qu'il va faire dans la haute montagne. Et on n'y est pas. Et là, honnêtement, moi, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain avant d'avoir vu ce qu'il est capable de faire, effectivement, quand on sera dans les Pyrénées. Et puis, le maillot jaune, il faut vraiment oublier ça. Ça ferait plaisir sûrement aux sponsors. Un maillot jaune éphémère qu'on prend devant son public ou à Mur de Bretagne après-demain, il en est tout à fait capable. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'a pas pu avoir la moindre marge de manœuvre sur les premières étapes. Rappelle-toi, à Boulogne, il attaque une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On ne le laisse pas partir. Même Visma, même UAE ne laisse pas partir un coureur comme lui. Ça veut dire qu'il a perdu cette liberté. Et c'est Yoann Aubois qui a dit ça, d'ailleurs, notre confrère de l'équipe. Et il a perdu en liberté ce qu'il a gagné en crédit. Et ben c'est exactement ça. Il peut plus se permettre ce genre d'attaque de loin. Je me rappelle plus exactement, parce que maintenant on le découvre, hein, il est sous le feu des projecteurs, mais dans la côte à 15% quand Pogačar attaque, oui. Il est où? Dans la rampe Saint-Hilaire, malheureusement, il l'aborde mal placé. C'est-à-dire qu'avant même d'être dans le match,
il est déjà à 15, enfin je ne sais pas combien, 15 secondes j'exagère, mais il est pas du tout bien placé pour aborder cette rampe. Il y a un virage en bas, pof, il y a le pétard ensuite, et là, devant, il y a les gros cadors. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être effectivement un problème d'équipier. Il faut savoir qu'on est vraiment au plus haut niveau et qu'effectivement, l'équipe Arkea B&B Hotel n'a rien à voir avec l'équipe UAE ou l'équipe Visma. Donc là, c'est ça les limites. Mais tu sais, ces limites-là, dans la haute montagne, ça ne sera peut-être pas le vrai problème. Hein. En revanche, ça peut le pénaliser, effectivement, dans des étapes pour aller gagner demain chez lui en Normandie, à Vire, ou après-demain à Mur de Bretagne. Il faudra être, en tout cas, avoir du monde pour être bien placé dans ces finales d'étape. Mon cher Patrick, vous vouliez revenir sur quelque chose d'important qui nous fait tous plaisir. C'est la première fois depuis plus de 30 ans que l'on retrouve 2 Français parmi les 5 premiers d'un grand contre-la-montre sur le Tour de France. Le deuxième, c'est Bruno Armirail. Oui, on l'a vu en premier, en fait, dans la chronologie de ce contre-la-montre. Bruno Armirail, il est allé faire un exploit. D'abord, lui, justement, il préfère les chronos, on va dire, un peu à contre-emploi par rapport à Kevin Vauquelin. Il préfère les chronos plutôt mouvementés, tourmentés, voire vallonnés. Eh bien, là, il s'en est super bien sorti. Et c'est vrai que voir 2 Français dans le top 5, on savait que ça faisait longtemps. Il faut remonter à 1994. 1994, même à 2 reprises cette année-là, on avait vu des Français s'illustrer, notamment Christophe Moreau qui avait gagné le prologue. Mais c'était un prologue, je m'en mêle les pinceaux. Christophe Moreau, c'était en 2001. Alors, si effectivement on recherche, on remonte en arrière, il y a un précédent en 2001, mais c'était seulement sur 8 km. Si on parle, comme vous l'avez dit, d'un long contre-la-montre, il faut remonter effectivement 31 ans en arrière. 31 ans, c'est un autre cyclisme, ce sont d'autres champions, ça n'a plus rien à voir, on n'est plus dans le... Charlotte n'était pas née ? Si, je suis née en 94. Ah, bah pile poil. Vous ne faites pas votre âge, si je peux me permettre. Mais en ce qui concerne effectivement les Français, moi je trouve que c'est l'une des meilleures nouvelles de ce début de Tour de France. Pourquoi ? Parce que ça fait des années, alors peut-être pas 31 ans, mais ça fait des années effectivement qu'on dit que les Français pêchent par cette incapacité à briller dans les chronos. Rappelez-vous Bardet, Pinot, qui ont été capables de monter, de faire des performances, monter sur le podium du Tour de France. Pourquoi ils ne pouvaient pas, bon, pour Thibaut, on a un doute avec cette fameuse année 2019, mais pourquoi ils ne pouvaient pas gagner un Tour de France? Parce qu'ils pêchaient concernant leur niveau en contre-la-montre. Alors, justement, je trouve que c'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait attendre, surtout d'un coureur comme Kevin Vauquelin, qui est à l'orée de ses meilleures années. Merci, mon cher Patrick. Rendez-vous demain ?